Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h. Voici les titres. Le Japon déroule le tapis rouge pour le chef de l'État. Le président Macky Sall est arrivé à Tokyo ce samedi en provenance de Washington pour une visite officielle au programme Entretien et rencontre avec le secteur privé japonais pour renforcer la coopération bilatérale. Promoville et le PUDC s'auto-évaluent. 3 programmes nationaux d'équité territoriale félicités par l'État pour leur rôle dans la résilience nationale. Un budget additionnel de 40 milliards leur est destiné pour améliorer davantage les conditions de vie des populations vulnérables. Et c'est parti pour la Semaine nationale de la petite enfance. Le lancement a eu lieu à Kolda pour cette 16e édition. Il est question de l'éducation au civisme pour un capital humain de qualité. Bienvenue à tous. Après donc Washington, où il a pris part au sommet Afrique-États-Unis, le président Macky Sall est arrivé ce samedi à Tokyo. Le chef de l'État effectue une visite officielle au Japon. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Mamadou Belem et Omar Nying. 16 heures de vol de Washington à Tokyo. Voyage en 2 temps, marqué par une pause ici à Anchorage, en Alaska, où la température est de moins 16 degrés. Le plan de vol est symbolique d'une action diplomatique qui surmonte les obstacles pour la bonne cause. Après 1 heure d'escale, le président de la République, Macky Sall, a repris le chemin pour gagner Tokyo, la capitale japonaise où il est arrivé ce samedi pour une visite officielle destinée à renforcer les relations entre le Sénégal et le Japon. À cet effet, des entretiens sont prévus avec les plus hautes autorités du pays, à savoir l'empereur et le premier ministre japonais. Le chef de l'État va également recevoir des responsables du secteur privé japonais. Chez nous, 9e session du comité de pilotage des programmes nationaux d'équité territoriale. Le PUMA, Promoville et le PUDC présentent leur bilan 2022. Les autorités sont satisfaites de l'état d'exécution de ces programmes nationaux et leur ont alloué justement des montants conséquents. Au total, ce sont plus de 40 milliards, nous dit Hamidou Diop. À l'occasion de la 9e session du comité de pilotage unique des programmes nationaux d'équité territoriale, mise en œuvre par le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité territoriale et sociale, Promoville, PUMA et PUDC, ont fait leur bilan de 2022 et décliné les actions prioritaires pour 2023. Au cours de l'année passée, ces programmes sont intervenus dans tout le pays à travers des activités et des réalisations qui ont renforcé la promotion de l'équité territoriale. Au cours de l'année 2022, aujourd'hui c'est un peu le bilan, l'accent quand même a été mis sur la zone du Bundu et du Gadiaga, ce sont les départements de Bakel et de Goudiri, disons de Bakel à Kenyaba, à Sadatou et cette année vers Saraya. Le PUMA encore a mis l'accent sur instruction exprès du chef de l'État. Et ce programme va se poursuivre aussi en 2023. Le budget qui nous était imparti, environ 76% ont été exécutés. Et l'année 2022 a été également une année qui nous a permis de finaliser les travaux essentiellement sur le financement de la BAD. L'année 2022 également a été une année de continuation du programme spécial de pavage qui a été mis en place par le président de la République dans le cadre du programme Khoyundaouni. 2023 qui verra le démarrage des travaux pour 4 communes, Fatick, Kaffrine, Kédougou et Oussouye, sur le financement de la Banque africaine pour le développement économique en Afrique. Les principales réalisations concernent à peu près 400 km de pistes qui sont en travaux, une soixantaine de postes de santé qui sont en cours d'exécution, la poursuite de l'important programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, consistant à électrifier 2000 localités dans tout le Sénégal, la poursuite bien sûr des travaux de construction de systèmes d'alimentation en eau multivillages, et aussi bien sûr la construction d'équipements post-récolte pour l'allègement des travaux de la femme. Cette session consacrée aussi à l'examen de l'état d'exécution des rapports des PTBA
permet aussi de passer en revue la performance de ces programmes durant l'année 2022 et d'autre part d'apprécier les propositions d'allocation budgétaire pour les différentes composantes au titre de l'année 2023. 2023, c'est la continuité dans les activités, mais avec quelques innovations. Le PUDC va monter en puissance avec le programme d'électrification des 2000 villages. Le PUMA va se concentrer davantage sur la zone du Bundu et du Gadiaga, qui est une zone d'extrême vulnérabilité. Et le Promoville va mettre en œuvre davantage le programme de pavage, le programme Khayundawi, et également aussi le financement de la BADEA qui entre en vigueur dès à présent. Le rôle du comité de pilotage également, c'est de faire les arbitrages nécessaires. Et tout ce qui sera retenu, c'est ce qui sera mis en œuvre. Il y a des projections, dans les documents, des propositions des différents programmes et qui sera soumis à l'approbation. Les montants du budget consolidé de l'État alloués à ces programmes nationaux de développement, à savoir 9 485 millions au Promoville, 25 milliards au PUDC et 8 milliards au PUMA, permettent la poursuite des efforts du gouvernement pour accélérer le processus d'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables dans les différentes zones d'intervention de ces programmes. Autre bonne nouvelle, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD a réceptionné 55 pick-up et 20 motos d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA offerts par l'État du Sénégal en prélude à son 5e recensement général. L'agence a salué ce don qui vient renforcer son parc automobile. Cette acquisition montre l'engagement des autorités à mettre l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans les meilleures conditions de travail. En 2016, nous avions déjà réceptionné 99 pick-up, aussi financés entièrement par le Sénégal. Et en plus de ces 50 et des 99 qui étaient achetés, il y aura plus de 400 véhicules dont on aura besoin. Mais nous ferons appel, bien entendu, au secteur privé. Ces pick-up et ces motos neufs représentent une partie des équipements nécessaires à la conduite du 5e recensement général de la population sénégalaise. Cette opération est une opération qui fait vivre l'économie du Sénégal, qui fait vivre le secteur privé et sur 3 ans, puisque l'opération de recensement, ça se prépare 2 ans à l'avance. Ces véhicules permettront aux 32 500 000 agents qui vont être recrutés de se rendre partout au Sénégal. Tous les utilisateurs de statistiques officielles bénéficieront des indicateurs de population qu'on fait tous les 10 ans. Et c'est une opération aujourd'hui financée entièrement par le budget de l'État. Généralement, dans les pays africains, il y a toujours un concours extérieur. Créée en 2005, l'ANSD est chargée d'assurer la coordination technique des activités du système statistique national et de réaliser elle-même les activités de production et de diffusion des données statistiques pour les besoins du gouvernement, des administrations publiques, du secteur privé, des partenaires au développement, entre autres. La 16e édition de la Semaine nationale de la petite enfance vient d'être lancée à Kolda. Éduquer les enfants au civisme afin de bâtir un capital humain de qualité. C'est le thème de cette année. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont la directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits. Sur place, Abdoulaye Senkaré. Sur scène, les tout-petits eux-mêmes pour célébrer leur semaine. Une occasion aussi de magnifier la famille, le seul refuge dans un monde de tentation. La famille est non seulement une instance de reproduction sociale basée sur des liens de parenté, mais aussi lieu de socialisation sécurisée de l'individu. Ici ajoute que l'espace familial, naguère considéré comme le lieu par excellence de la civilité et de la tolérance, porte aujourd'hui les germes de la violence sous toutes ses formes. Conscient de l'importance d'avoir des ressources humaines de qualité dans son processus de développement, l'État et ses partenaires ne cessent d'investir sur cette couche. Investir sur les premières années pour le développement humain au Sénégal, avec l'appui et le financement de la Banque mondiale pour 42 milliards de francs CFA. Ce projet qui intervient ici dans la région de Kolda, entre autres régions,
viendra renforcer, impulser davantage toutes les dynamiques qui visent le développement intégré de la petite enfance, en faisant des 1000 premiers jours les enjeux de notre émergence de demain. Nous, Counterpart International, nous allons appuyer des écoles préscolaires et élémentaires pour avoir toutes les chances possibles de réussir le parcours scolaire à travers les cantines scolaires et d'autres activités. Éduquer les enfants au civisme afin de bâtir un capital humain de qualité, c'est le thème de cette édition. Durant toute la semaine, au cours de l'année scolaire et dans toutes les structures DIPE, les tout-petits seront familiarisés au concept de citoyenneté et de civisme, dont les contenus renvoient aux symboles de la République, notamment le drapeau national, la devise, les sceaux de la République, l'hymne national et aux valeurs incarnées par nos héros et figures emblématiques. L'éducation au civisme est sans nul doute l'une des plus belles preuves d'amour. Nos chers enfants, cette semaine est la vôtre. Il faudra en profiter dans la joie et l'allégresse à travers les différentes activités à mener sur toute l'étendue du territoire national. Au moment de déclamer l'hymne national, vous avez, dans ce sens civique, fait la belle démonstration et l'appropriation de ce symbole de la République et de votre potentiel à jouer pleinement votre partition dans la construction et la consolidation du Sénégal amoureux et digne de ses enfants. La célébration de cette 16e édition était aussi l'occasion pour les acteurs d'évoquer certaines difficultés auxquelles la petite enfance est confrontée à Kolda. Abdoulaye Sinkara, autre célébration, la Semaine nationale du handicap par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT. Depuis sa création en 2014, plus de 1000 personnes en situation de handicap ont bénéficié de financement de ce programme. La directrice générale était à Mbour pour remettre des bons de financement en orthoprothésistes. 120 millions de francs CFA ont été déboursés pour former 20 techniciens. Plus de détails avec Aonyaï. Grâce aux 3 FPT, les handicapés ont pu explorer plus de 20 filières. Les filières agricoles, la transformation de fruits et légumes, les céréales locales, entre autres. Dans le cadre de l'équité sociale et territoriale, le 3 FPT a mis en place depuis 2019 un programme de financement dédié aux couches vulnérables. Nous sommes convaincus que l'insertion socio-professionnelle et l'indépendance financière de toute personne en général, et particulièrement des personnes en situation de handicap, passera incontournablement par l'apprentissage d'un métier. C'est pour cela que nous sommes ravis de pouvoir continuer à soutenir les projets de formation portés à notre attention à l'image de la formation de 20 techniciens orthoprothésistes qu'on ramène à 30 à partir de cette année, que nous ouvrons aujourd'hui dans les locaux de l'Institut supérieur d'études paramédicales de Mbour. Cette formation financée sur 3 ans à hauteur de 120 millions de francs CFA intervient dans un contexte relativement sensible compte tenu du déficit de ressources nationales. Les orthoprothésistes auront un parcours académique. Nous sommes la première promotion d'orthoprothésistes formés au Sénégal. C'est une formation qui a démarré en février 2020 et qui durera 3 ans. Nous nous acheminons vers la fin de la 2e année. À l'issue, celle-ci est sanctionnée par un diplôme de technicien supérieur en orthoprothèse. L'État du Sénégal, dans sa politique de jeunesse, à travers le 3FPT, a financé 3 années de formation. Car un besoin pressant en technicien s'est fait sentir au niveau des centres d'appareillage des personnes en situation d'handicap. L'ISEM est un institut de formation en santé ouvert il y a 15 ans. Il compte un centre de pratique qui offre des soins aux populations de Mbour et environ. Ce dispensaire qui fonctionne 24 heures sur 24 compte 32 employés qui ont été formés à l'ISEM. L'ISEM est également en partenariat avec des communes et des structures sanitaires privées qu'il dote en personnel. Le 3FPT soutient les bénéficiaires, une formation qui aura lieu à l'Institut supérieur d'études paramédicales de Mbour, un geste hautement apprécié par la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. L'ISEM innove et facilite l'acquisition de compétences et le renforcement de capacités.
Votre rendez-vous FIDAK 2022, les exposants venus du Maroc sont prêts à accueillir les visiteurs. Après avoir salué les conditions d'accueil, ces commerçants espèrent faire de bonnes affaires pour cette 30e édition, nous dit Ramatadem. Au stand du Maroc, les exposants sont concentrés aujourd'hui sur le match qui oppose leur pays à la Croatie pour la petite finale du mondial. Écoutez, on est très fiers de notre équipe. On les soutient à 100%. On est derrière leur coach et on est heureux de les avoir comme port-étendard du Maroc à l'international. Et je pense qu'il y aura aussi des retombées pour le Maroc en général. Les stands du Maroc ont fini de prendre leur marque à la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Le royaume chérifien est venu avec des articles et des produits alimentaires de toutes sortes. Cette année, on est vraiment très confiant d'avoir plus de monde qui vont venir nous chercher, plus de distributeurs qui vont venir chercher nos produits. Alors on est très confiant par rapport à ça. Les conditions sont bien, la foire est bien organisée, le pavillon marocain est bien fait, bien organisé. Non, c'est bien, toutes les conditions sont réunies pour vraiment réussir cette édition. Donc nous, en tant qu'organisateurs, en tant qu'industrie marocaine, on est enchantés de participer à la foire au Sénégal, vu que le marché africain, il nous intéresse. Et ça commence à venir. Mais il n'y a pas que la clientèle, c'est-à-dire d'un seul produit. Je suis venue ici rechercher des partenaires avec qui je vais travailler à long terme. Pour l'heure, ce n'est pas encore le grand rush au pavillon dédié aux Marocains. Ces derniers espèrent quand même faire de bonnes affaires les jours à venir. Ramatadem, justement, en direct du CICES. Ramata, bonsoir. Après avoir justement rencontré les exposants marocains, quel menu ce soir? Alors bonsoir Anne-Marie, bonsoir aux téléspectateurs de la RTS. Vraiment un plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous faire un peu le point de la situation ici à la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Alors c'est vrai, on vient de vous montrer le Maroc qui est venu avec beaucoup d'exposants et qui vous propose beaucoup de produits du Maroc. Alors vous avez les dattes, vous avez les épices, vous avez les fruits secs, vous avez plein de choses. Vraiment pour vous les femmes et également les messieurs pour les babouches et autres. On sait que les Sénégalais adorent les babouches du Maroc. En tout cas, voilà, le royaume chérifien vous offre beaucoup de choses, beaucoup de produits, mais également beaucoup de partenariats sont attendus. Ils sont très contents quand même d'être ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a joué la petite finale du mondial, mais les activités sont déroulées normalement ici au CICES et justement, les mamans, les femmes en ont profité pour venir se promener avec les enfants alors que peut-être les maris étaient à la maison à regarder le match. Voilà, et puis nous avons fait également un tour pour vous au niveau des régions. Vous aurez tout ça tout à l'heure dans le journal de la foire que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et donc Anne-Marie, je vous rappelle également en plus de venir vous faire un petit bonsoir tous les jours dans le 20h. Nous avons le journal spécial de la foire sur les antennes de la RTS. Merci beaucoup Ramatadem en direct du CICES. Nous parlons toujours FIDAK 30e édition. L'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce sénégalais en compagnie de son collègue de l'Algérie, pays invité d'honneur. Une cérémonie riche en couleurs. Mamadou Sakine et Abdoulat. C'est parti pour 15 jours de vente, mais aussi de journées culturelles et sanitaires. La 30e édition de la Foire internationale de Dakar a démarré en présence des exposants et des officiels du pays invité d'honneur, l'Algérie. Nous aspirons à augmenter le volume des échanges bilatéraux dans le cadre de la zone de libre-échange africaine et faciliter le transport maritime à travers la ligne maritime reliant Alger à Dakar via Nouakchott. Sur les échanges commerciaux entre nos deux pays, le Sénégal constitue pour l'Algérie un partenaire commercial privilégié dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges commerciaux bilatéraux sont en constante progression. Ainsi, ces échanges ont atteint en 2021 35 millions de dollars, alors qu'il n'était que de 17 millions de dollars en 2020 et 19 millions en 2019. Les exposants algériens partagent les stands avec de nombreux commerçants venus des quatre coins du monde. La FIDAK 2022, c'est 11 participations officielles. Cette année,
on aura 311 exposants directs avec plus de 1500 exposants indirects provenant de 24 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Le thème de cette année est une réponse aux défis auxquels le Sénégal fait face dans un contexte post-Covid-19. Le choix du thème de cette 30e édition de la FIDAK, le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique, répond aux orientations du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie sénégalaise dans le cadre du plan Sénégal émergent. L'objectif du PAP 2A est globalement orienté vers le développement endogène, porté par la quête des souverainetés alimentaires, sanitaires et pharmaceutiques, avec un secteur privé national plus dynamique. En effet, force est de reconnaître que la crise a fait ressortir de nouveaux défis pour le pays, notamment la promotion d'une agriculture intensive, abondante, de qualité et résiliente, une santé inclusive, le développement d'un secteur privé national fort, la transformation industrielle et numérique. Au-delà des échanges commerciaux, un forum scientifique est prévu les 20 et 21 décembre au CICES autour du thème de la 30e édition de la FIDAK. Et nous parlons sport football Qatar 2022. La Croatie s'adjuge la médaille de bronze du mondial 2022. Elle a battu le Maroc sur le score de 2-1 lors de la petite finale. En finale, l'objectif est de gagner selon Didier Deschamps pour Hugo Lloris. La France veut écrire sa propre histoire dans cette Coupe du Monde. Tous les deux étaient en conférence de presse en début d'après-midi. Les Bleus ont fait leur dernière séance d'entraînement à Doha où nous retrouvons Ibrahima Mboupa. Une finale, une fête, mais aussi un contexte assez particulier pour l'équipe de France. La faute à un virus qui a atteint 5 joueurs en l'espace d'une semaine. En conférence de presse, le sujet est revenu plusieurs fois. Didier Deschamps et Hugo Lloris en parlent en mode comme de crise. J'ai pas plus de nouvelles que hier soir. J'ai croisé personne ce matin au petit déjeuner. Tout le monde est encore en chambre. Mais certainement que vous aurez plus d'infos d'ici le prochain entraînement. Et concernant le virus, écoutez, on n'est jamais préparé à ce genre de choses, mais on essaie de se préparer de la meilleure des façons, tout simplement. C'est des aléas auxquels on n'était pas forcément préparé, mais ça n'enlève en rien. Voilà, la concentration, l'excitation qu'on peut avoir à l'aube d'une finale de Coupe du Monde. En ce qui concerne les joueurs, écoutez, je suis parti assez tôt ce matin, donc ils étaient tous en train de dormir, donc j'ai pas les dernières infos. On fait en sorte de gérer au mieux dans la tranquillité par rapport aux différentes situations qui sont pas similaires, mais il y aura des données aujourd'hui, évidemment, j'en aurai ce soir et puis jusqu'à demain pour faire en sorte d'être prêt pour ce grand match qui nous attend. Champion du monde en titre, la France va à la conquête d'un deuxième sacre consécutif. Un défi immense pour Deschamps et ses hommes qui veulent entrer un peu plus dans l'histoire. Ce qui s'est passé à 4 ans peut nous servir de référence pour ceux qui y étaient. Mais je crois que c'est une toute autre histoire. En tout cas, on a envie d'écrire notre propre histoire avec ce groupe de joueurs, avec le staff, avec tout l'encadrement. Ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est très fort. Mais voilà, c'est le dernier match le plus difficile et il faut être prêt dans tous les aspects. Évidemment, quand il y a une finale, c'est d'aller chercher un titre en plus. Donc, j'ai pas d'inquiétude, de stress. L'important, c'est en préparant un tel match, c'est garder la sérénité et évidemment une finale, quelle qu'elle soit, mais une finale de Coupe du Monde encore plus. Le sélectionneur de l'équipe de France a aussi reconnu la ferveur des supporters argentins, pensant qu'ils seront beaucoup plus nombreux sur les gradins. Pour lui, ça dégage une ambiance de fête positive,
Mais selon Deschamps, les adversaires des Bleus seront sur le terrain et pas en tribune. Ce qui importe de son point de vue est d'accrocher une 3e étoile sur le maillot. L'Argentine aussi veut gagner cette Coupe du Monde. Selon son gardien de but, Martinez, Lionel Messi sera l'une des armes fatales de l'Albiceleste dans cette finale. Son coach, Lionel Scaloni, affirme que les finales ne se jouent pas, mais se gagnent. Des propos tenus en conférence de presse en début de soirée. Messi et ses coéquipiers ont aussi effectué leur séance de veille de match. Nous retrouvons Ibrahim Moupa. L'Argentine attend un nouveau sacre depuis 1986. Une très longue attente. Cette génération amenée par Lionel Messi est tout proche de son objectif. Elle compte beaucoup sur sa grande star pour soulever le trophée ce dimanche. Avec un jeu de qualité tout comme la Copa América. C'est un joueur exceptionnel, un des meilleurs qui a évolué au sein de la Copa América. Au niveau de cette Coupe du Monde, il a encore élevé le niveau. Il joue bien mieux, se sent bien mieux physiquement. C'était difficile de surpasser ce Messi de la Copa América et pourtant il l'a fait très très bien. Il donne de l'énergie, il nous donne tout à notre équipe. Il est déterminé, motivé, joyeux et nous aide beaucoup. Tactique, physique et technique, l'Albiceleste a plusieurs cordes à son arc. Le sélectionneur argentin Scaloni dit avoir bien étudié la France et se prépare à mettre en œuvre son plan de jeu pour contrecarrer l'adversaire. Stratégie qui sera la plus utile et ce pour donner du fil à retordre à l'adversaire. La France a différentes manières de jouer, que ce soit en termes de possession du ballon, des contre-attaques ou de la transition. Ils ont très très bons joueurs. Ce n'est pas seulement une phase de ce match où l'Argentine doit posséder le ballon. Cela va bien plus loin qu'une question de possession. Ce serait bien pour la France d'avoir prendre le dessus. Il nous faut jouer le match minute par minute. Nous savons que tout peut changer au cours d'un match. Nous sommes prêts à tous ces changements. Scaloni a salué en conférence de presse le chemin parcouru par son équipe après la défaite concédée devant l'Arabie Saoudite. Maintenant, il ne pense qu'à la victoire, un an après le sacre en Copa. Comme tout le monde le mentionne, les finales sont gagnées et non jouées. C'est très important. Il nous faut disputer une finale et jouer le match de demain, tout comme nous avons joué les autres matchs. Et ce, en prenant en compte notre adversaire. Il nous faut maintenant aller disputer ce match. On ne peut pas seulement penser à cette victoire qu'il nous faut décrocher pour chacun des duels. L'Argentine s'appuiera aussi sur le soutien constant de ses supporters, des passionnés qui transmettent leur énergie aux joueurs tout au long d'un match. Pour Scaloni, c'est un avantage incroyable. La Coupe du Monde tire à sa fin et déjà le pays organisateur se félicite de l'événement. La participation des supporters et des délégations présentes au Qatar, une organisation réussie à 24 heures de la fin du tournoi. Autre résultat positif, la Coupe du Monde à Radio Sénégal. L'événement est vécu intensément dans les studios. Vous allez le voir, des reporters et des consultants se donnent à fond pendant 90 minutes en direct du Qatar à travers les ondes. Notre reporter nous plonge dans cette atmosphère, Maman Moussaïan. Et le but de El Nasseri à la 42e minute de jeu. Le Maroc qui sauve l'Afrique. Tenez-vous bien, nous ne sommes pas à Al-Bayat, nous sommes dans les studios de Radio Sénégal International, dans les cabines du stade du Qatar. Maroc-Portugal est une grande affiche cet après-midi. Comme si j'étais à Doha, c'est comme si j'avais un écran 3D, donc on vit l'ambiance en direct avec des techniciens vraiment qui sont top. Et ça nous motive en tout cas davantage à pouvoir commenter certains matchs. C'est ce qu'on réussit, mais dans un commentaire très technique. À Radio Sénégal, le sport est considéré comme un programme prioritaire. En fait, le sport est très suivi. Tout pour permettre à ses auditeurs de bien vivre cette Coupe du Monde, alhamdoulilah, parce que c'est ce qui est recherché. Je me plais à être avec ces grands journalistes que sont Ndiaye Diouf, Thierno Souleymane Diallo, en tout cas tout le desk sport de Radio Sénégal.
Radio Sénégal, c'est 17 stations de radio à travers le territoire national. Un match de Coupe du Monde est synchronisé sur le réseau. Il est également diffusé sur le net de la radio filmée. En radio, l'auditeur nous écoute, l'auditeur ne nous voit pas. Maintenant, c'est à nous de faire le maximum, le travail qu'il faut de journalistes pour permettre à l'auditeur qui nous écoute de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le match. On a les mêmes infos, on a les mêmes images. Moi, je vois ce que vous ne voyez pas à la télé. Parce que nous, on a tout ici, en fait. C'est comme si tu étais dans le stade. Qu'en est-il du feedback? Comment les auditeurs et les techniciens du foot apprécient les prestations? Ces directs peuvent-ils servir à améliorer le foot national? Les consultants apportent des réponses. Je reçois beaucoup de retours et même déjà sur le plateau, par des SMS, des gens me font des retours et vraiment ça fait l'affaire un peu de la radio et ça veut dire qu'aujourd'hui, Radio Sénégal, c'est la première radio ici au niveau national. Je reçois beaucoup de messages partant de mes anciens joueurs, des entraîneurs, des collègues et ça fait un énorme plaisir, ça motive davantage. En direction de la finale, Radio Sénégal compte mettre les petits plats dans les grands. Une grande fête du football à partir des studios. C'est comme si vous étiez au Qatar. Ne ratez rien sur la 92.5. Moussa, Li, c'est mérité. Ils ont été récompensés quand même du résultat. La fin de la Coupe du Monde qui coïncide avec la fête de l'indépendance du Qatar a célébré à Dakar, une occasion pour le ministre Ali Saleh Diop de revenir sur la coopération qui lie les deux pays. Pour rappel, la célébration qui devrait se faire ce 18 décembre a été avancée à cause de la finale de la Coupe du Monde prévue le même jour qu'Altom Gueye. Un gâteau grandeur nature pour célébrer une année de plus. L'indépendance du Qatar fêtée à Dakar. Ils sont venus nombreux communier avec l'ambassadeur et les ressortissants de la République sœur. Le Sénégal et le Qatar, deux nations qui entretiennent d'excellentes relations. La coopération avec le Qatar est d'autant plus importante qu'elle couvre les secteurs clés et diversifiés tels que l'emploi, la santé, l'éducation et la formation professionnelle, le sport, entre autres. À titre illustratif, je vais citer la signature de l'accord relatif à la réglementation de l'emploi et de sa ratification par le président Macky Sall le 25 juillet 2019. Une coopération stratégique entre les deux pays à renforcer pour relever de nouveaux défis. Des opportunités de partenariat et des enjeux nouveaux, notamment l'exploitation des ressources gazières et pétrolières de notre pays. Il me paraît opportun de souligner la nécessité de consolider la coopération sénégalo-qatari. À ce propos, je puis vous assurer de la volonté du Sénégal de renforcer le cadre juridique de notre coopération bilatérale. La célébration est anticipée cette année. Pour cause, ce 18 décembre, date de l'indépendance, coïncide avec la finale de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar, une autre grande fête. Quelques 9 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce samedi en Tunisie pour les législatives anticipées en scrutin qui marque un tournant dans le pays. C'est le premier depuis l'adoption d'une nouvelle constitution en juillet. Le récit de Seydina Alimfala. Ce sont les premières élections depuis l'adoption d'une nouvelle constitution en juillet. La nouvelle chambre de 161 députés doit remplacer celle qui a été suspendue le 25 juillet 2021 après des mois de blocage des institutions. Selon certains observateurs, la mise en place d'un parlement va favoriser un retour à une plus grande visibilité politique et permettra à la Tunisie d'obtenir de l'aide des bailleurs de fonds étrangers. Le scrutin se tient 6 mois après un référendum constitutionnel. La réforme constitutionnelle adoptée en juillet 2022 a limité les prérogatives du nouveau Parlement. Les députés ne pourront pas investir au gouvernement ni le faire tomber via une motion de censure. En outre, selon la nouvelle constitution, tout projet de loi doit être présenté par 10 députés au moins
et les textes soumis par le président auront priorité. Le président Kais Saied avait appelé les électeurs à se mobiliser. Selon lui, le scrutin constitue une opportunité légitime pour les Tunisiens de retrouver leurs droits légitimes. Et si Dieu le veut, nous créerons une nouvelle histoire où tous les Tunisiens et Tunisiennes pourront vivre librement. Chacun d'entre nous trouvera son droit dans sa patrie, trouvera son droit à l'éducation, à la santé, au transport et à la sécurité sociale. Les résultats préliminaires devraient être annoncés le 20 décembre. Un second tour devrait avoir lieu courant février ou mars 2023 dans les circonscriptions en ballotage. Chez nous, célébration du cinquantenaire du décès d'Émile Zola en 1972-2022. Les Sénégalais se rappellent de l'homme multidimensionnel. Une série de manifestations est prévue pour rendre hommage à cette figure marquante de l'indépendance de notre pays. Écoutons à ce propos El Hadji Nasri Fati, membre du comité de pilotage. Il était l'invité du journal de 13h. On l'écoute. Ce qu'il faut retenir de l'homme Émile Badiane, c'est que ça a été une personnalité de ce pays qui a occupé l'une des premières fonctions ministérielles sous l'ère du président Léopold Sédar Senghor et qui, à côté du président Senghor, a aidé ce pays à aller de l'avant. Donc on retient de lui aussi qu'il a été un fervent Casamancé, qui a toujours aimé l'agriculture et tout ce qui va avec. On retient aussi qu'il a été un défenseur de la Casamance, qui a toujours aimé ce terroir et qui a toujours voulu garder ce terroir au sein du Sénégal pour que ça ne soit pas des entités séparées. Donc quelqu'un qui a toujours combattu pour que le Sénégal reste unique. Donc en résumé, disons, vous l'avez dit, il a été un homme d'État, il a été un homme politique, il a été un patriote, il a été ce paysan que nous voulons encore parler à cette nouvelle génération. Un véritable éducateur. Et pour vous, quelle est l'importance de célébrer justement ce cinquantenaire? Quel est l'objectif? L'objectif, je pense qu'on s'est fixé au minimum 3 objectifs. Dans un premier temps, ce serait pour nous un devoir de mémoire. Se rappeler à ce bon monde, à cette nouvelle génération, qu'il existait jadis sous l'ère Senghor, ou il y a quelques années derrière, 50 ans derrière, un homme qui s'appelait Émile Badiane et qui a donné de sa vie à ce peuple sénégalais. Deuxièmement, on souhaiterait tracer l'itinéraire ou le parcours de ce grand homme, du ministre à l'éducateur, du paysan etc., beaucoup de fonctions qu'il a occupées dans ce pays. Et enfin, l'ériger au rang de modèle ou de référence à cette nouvelle génération, parce que nous pensons qu'il va falloir faire un petit recul vers les anciens, prendre ce qu'ils ont eu à poser comme grands actes, et essayer de copier cela pour que nous puissions avancer ensemble. Le pont Émile Badiane de Ziguinchor, on le connaît, il y a déjà donc un édifice qui porte son nom. Est-ce que pour vous, l'objectif également, c'est de plaider pour que d'autres édifices puissent porter le nom d'Émile Badiane? Tout à fait. Après le pont, il y a aussi d'autres édifices d'ailleurs qui portent son nom aujourd'hui. Mais nous pensons qu'un plus serait bien. Et d'ailleurs, dans le programme que nous allons vous communiquer tout à l'heure, il y aura un édifice qui sera posé dans son village natal, Tandjem, une place Émile Badiane, sur lequel on compte d'ailleurs sur le concours de l'État du Sénégal pour sa construction. Mais ça fera partie du programme et nous profiterons de ce cinquantenaire pour poser la première pierre. Un programme riche, je l'imagine, évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez revenir justement sur le calendrier? Quelles sont les activités qui sont prévues dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire d'Émile Badiane? Tout à fait. Le calendrier, il est simple. Il démarre ce lundi 19 et se termine le vendredi 23. Donc le 19, nous allons tenir un panel télévisé, certainement ici à la maison, à la RTS, pour parler sur la vie et l'œuvre de Émile Badiane. La suite sera faite en Casamance, à Tandjem, son village natal, et une partie des activités se tiendront à Bignona, qui se trouve être la capitale du Fogny. Il y aura des activités culturelles, des activités cultuelles aussi, des expositions, des causeries, des conférences, et je l'ai dit tantôt ici, la pose de la première pierre de la place Émile Badiane. En somme, voici les points sur lesquels nous comptons nous accentuer. Revenir sur le cadre culturel, parce qu'Émile, de son vivant, il aimait beaucoup sa culture. Il aimait la lutte traditionnelle, il aimait la danse des masques. Nous reviendrons largement sur ces choses-là à Tandjem et à Bignona. On est à quelques jours du démarrage de cette célébration. Tout est fin prêt? Dernière question. Tout est fin prêt. Nous attendons simplement Sarah et tous ceux qui nous viendront de Dakar et de toutes les régions du Sénégal, éventuellement aussi ceux qui viendront de la diaspora, qui viendront ensemble
rendre à la mémoire d'Émile Badiane ce qu'il a été pour la Casamance d'abord, mais ce qu'il a été pour le Sénégal et ce qu'il a été pour le monde entier. À l'instant, El Hadji Nasri Fati sur la célébration du cinquantenaire du décès d'Émile Badiane, 1972-2022. Et nous reparlons sport Qatar 2022 et nous prenons tout de suite la direction de Doha pour aller retrouver Ibrahima Mboup. Ibrahima, bonsoir Ibrahima. Le Maroc échoue au pied du podium ce soir. Bonsoir Anne-Marie Gomis. Oui, le Maroc échoue au pied du podium. Il y a forcément des regrets parce que l'équipe marocaine avait une belle occasion pour décrocher au moins cette médaille. Ibrahima, en tant que reporter et envoyé spécial au Qatar, quel bilan faites-vous justement de la participation du Maroc, vous en avez parlé tout à l'heure, et des équipes africaines? Ça va venir, je pense qu'il faut continuer à travailler et un jour l'Afrique pourra bel et bien gagner une Coupe du Monde. Question à veille de finale France-Argentine. À qui la 3e étoile sur son maillot, Ibrahima? En 1998 à domicile et en 2018 en Russie, l'Argentine va vers sa 6e finale de Coupe du Monde. L'Argentine, c'est aussi 2 Coupes du Monde gagnées. En 1978 à domicile et puis en 1986 au Mexique. L'Argentine attend ce trophée depuis plus de 3 décennies maintenant. L'enjeu principal, c'est que l'une des équipes va accrocher une étoile, une nouvelle étoile sur son maillot. Ce sont 2 grandes nations de football qui vont se rencontrer demain en finale de Coupe du Monde. Nous espérons avoir un beau spectacle, nous espérons avoir de l'ambiance, nous espérons avoir aussi des buts et que tout se passe dans le fair play. Retenez que c'est un arbitre polonais qui va siffler cette finale, Simon Marcignac, 43 ans. Il a déjà sifflé un match du Maroc, un match de l'équipe de France, dans cette Coupe du Monde, France-Danemark, et un match de l'Argentine, Argentine-Australie. C'est un arbitre plutôt expérimenté qui a un vécu dans le très haut niveau. On attend en tout cas demain une très belle finale entre l'Argentine de Léo Messi et la France de Kylian Mbappé. Voilà, en attendant, Ibrahima Mboup, entouré par des admirateurs ce soir, n'est-ce pas? Voilà donc qui me fait Oui, Ibrahima, allez-y. Ce sont des supporters, qui étaient de passage et ils sont venus m'accompagner à leur manière dans ce direct. Peut-être vous donner une dernière info, Anne-Marie, par rapport à l'équipe de France. Vous avez certainement entendu parler du virus qui a semé le désordre dans l'effectif de Didier Deschamps. Aux dernières nouvelles, il y a du mieux puisque lors de la dernière séance d'entraînement, tous les 24 joueurs de l'effectif ont participé à la séance de veille de match. Parce que Deschamps a 24 joueurs au lieu de 26 comme les autres entraîneurs. Lui, il a fait confiance à 24 joueurs et ils se sont tous entraînés. Apparemment, la grippe est derrière eux. Voilà, merci donc Ibrahima pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour d'autres infos qui me font à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.